qui est donc anthropologue chargé de recherche au CNRS au centre Alexandre Coiré d'histoire des sciences et des techniques, et Lucas von Gastro, qui est docteur en biologie et membre de l'association Les Mixonautes. Voilà, bienvenue à vous deux. Vous pouvez prendre des micros qui sont ici. Alors, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu plus. Vous avez évoqué très rapidement, Marie-Claire Frédéric, ces vertus des aliments fermentés pour la santé. On sent bien à travers l'histoire que ces vertus, elles se sont imposées finalement. C'est pour ça qu'on s'est mis à les consommer. Mais est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail avec les connaissances que nous avons aujourd'hui? Par exemple, on parle beaucoup de l'intestin, notre deuxième cerveau. Est-ce que consommer des aliments fermentés le renforce? Oui, tout à fait. Il y a eu des études récentes qui l'ont montré. En fait, consommer des aliments fermentés, ça aide vraiment notre microbiote intestinal à être en bonne santé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça apporte une grande variété différente de micro-organismes. Parce que ce qui est intéressant dans le microbiote, c'est pas tellement la quantité, mais c'est la variété des micro-organismes. Et alors, on voyait un petit dessin là où le chien disait Oui. j'ai des crises d'angoisse. C'est quoi le lien avec On ne peut pas revenir en arrière. on peut pas. Bon, c'est pas grave, on l'a tous en tête ce petit dessin. Qu'est-ce qui on a du mal à imaginer le lien entre notre santé mentale et cette consommation des aliments fermentés. Il y a vraiment un lien entre l'intestin et le cerveau. En fait, la paroi extérieure de l'intestin, elle est très riche en cellules nerveuses. Et ça communique, en fait, certaines cellules communiquent avec l'intérieur de l'intestin. Et donc, c'est comme ça que ça échange des substances chimiques, ça échange des tas d'informations et qui sont utiles aussi pour notre santé mentale. Et d'ailleurs, on a remarqué que dans certaines maladies comme l'autisme, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la schizophrénie et la dépression, ces maladies s'accompagnent toujours d'un déséquilibre du microbiote. C'est-à-dire qu'on manque de certaines bactéries ou d'autres sont en trop, etc. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, dans l'état actuel des connaissances, on ne sait pas quelle est la relation de cause à effet. Si c'est parce que le microbiote est déficient qu'on a la maladie, ou si c'est parce qu'on a la maladie que le microbiote est déficient. Mais en agissant sur les intestins, sur le microbiote, on peut éliminer des symptômes. Par exemple, en faisant des transplantations fécales. Alors, ce n'est pas très glamour, mais c'est efficace. On a pu... alors, expliquez-nous en quoi ça consiste. Alors, ça consiste en faire Il est un peu tôt dans la journée, mais c'est pas grave. Des transplantations donc, de matière fécale d'une personne à l'autre, d'une personne saine vers une personne malade. Et on a pu éliminer ainsi 80% des symptômes de l'autisme, par exemple. Donc c'est énorme. Hein, ça se passe en milieu hospitalier. Ça se passe en milieu hospitalier. Des comprimés, c'est ça? Je pense que ça se passe par endoscopie, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Je ne sais pas trop exactement comment ça se passe, mais il y a peut-être plusieurs manières. Mais en tout cas, ça s'est montré prometteur. Alors, le problème, c'est que ça ne s'implante pas. Et donc, on est obligé de le refaire régulièrement. C'est pour ça qu'il faudrait quand même trouver autre chose, parce que c'est un petit peu lourd. En tout cas, c'est des champs sur lesquels la médecine travaille énormément aujourd'hui. Oui, tout à fait, tout à fait. Lucas von Gastro, pour vous, l'intérêt premier de la fermentation, c'est la conservation des aliments. Ça a été évoqué par Marie-Claire Frédéric. C'est vrai que c'est essentiel. Aujourd'hui, on a des congélateurs, on a des réfrigérateurs, mais on peut aussi continuer malgré tout. Et vous l'expliquez d'ailleurs dans les recettes que vous apprenez aux gens qui viennent vous voir, qu'on peut fabriquer des aliments fermentés chez soi. Voilà, tout à fait. Et en fait, on peut dire que c'est même sûrement la méthode la plus durable et low-tech, au sens où c'est une méthode facile à mettre en œuvre qui demande peu d'énergie et peu de moyens technologiques qui dépendent de longues chaînes de production. Donc d'un point de vue environnemental, en fait, il y a une énorme potentialité de la fermentation pour conserver des aliments. Les méthodes de conservation, on va avoir la chaleur, on va pasteuriser, stériliser pour tuer tous les micro-organismes qui pourraient se développer. Ça demande beaucoup d'énergie de chauffer toute la masse d'aliments qu'on a pour les stériliser. Il y a d'autres méthodes, voilà, par le froid, mais il faut en permanence maintenir le froid dans nos congélateurs, frigos, ça demande une quantité d'énergie considérable.
Alors qu'en soi, on peut juste mettre un petit peu de sel et laisser des micro-organismes se développer, faire une acidité qui va empêcher d'autres, les indésirables, de se développer. Et on a une méthode où on n'a presque pas utilisé d'énergie pour conserver des aliments sur très longtemps. Et ça permet de détoxifier aussi, vous me disiez, certains aliments. Voilà, donc on a des cas, un peu comme on l'a vu hier, où notre microbiote va supprimer des molécules toxiques pour l'organisme qui du coup vont pas pouvoir l'atteindre et les rendre digestes. La fermentation va rendre des aliments qui ne seraient pas consommables tels quels, digestes et non toxiques. Il y a plusieurs exemples comme ça de soja qui a besoin d'être fermenté pour, dans certains cas, devenir consommable. Les choux, à la base, avaient pas mal de composés toxiques et la fermentation permettait de les rendre non toxiques. Et il y a plusieurs exemples, un exemple de patates douces également. Le fougou aussi. Vous dites, Marie-Claire Frédéric ? Je ne sais pas si vous connaissez le fougou. Le fougou, c'est un poisson, c'est le poisson lune. Et c'est un poisson qui contient, dont les ovaires et le foie contiennent un toxique extrêmement puissant. Mortel, je crois. Mortel, tout à fait. Alors les Japonais se font peur en mangeant des sashimi de fugu. Et il se trouve que dans un endroit au Japon, on fait fermenter justement les ovaires et le foie du fugu. Donc, comme on fait des poissons, comme nous on fait des anchois, en le mettant dans du sel, dans des tonneaux. Et il se trouve que à peu près 3 ans après le début de la fermentation, la toxine a complètement disparu. Alors que c'est un poison, enfin, un microgramme peut tuer quelqu'un. Et alors, je me pose toujours la question, quel est le premier qui a osé goûter ? Il y en a plusieurs qui sont morts avant qu'on se dise, voilà, c'est bon, 3 ans, ça suffit. Ouais. Élise Demeulnard, aujourd'hui, vous me disiez quand on a préparé cette table ronde qu'il y a à peu près 15% seulement des fromages qui sont consommés en France qui sont à base de lait cru. Alors c'est important, 15%, étant donné la quantité de fromage que nous mangeons, mais c'est quand même pas majoritaire. Est-ce qu'il y a des différences entre les aliments fermentés de manière naturelle, c'est-à-dire par exemple le fromage à partir de lait cru, et ceux fermentés de manière industrielle ? Alors, vous rappeliez ce chiffre des 15%. Il faut rappeler que le lait cru, la fabrication au lait cru, c'est une norme réglementaire et qu'il y a de moins en moins à voir avec la diversité effective de micro-organismes. C'est-à-dire que les fromages au lait cru de nos jours sont moins divers qu'autrefois. Et donc, c'est aussi une question à considérer. Pourquoi ? Parce que du fait des normes sanitaires, en fait, il y a une réduction des micro-organismes existants. Alors moi, je m'intéresse à ces questions. J'ai préparé quelques diapos pour vous montrer aussi de quelle façon les sciences sociales, parce que je suis chercheuse en sciences sociales, abordent les choses. Je souriais parce que dans le supplément de Libération. Le supplément de Libé, il y a Marc-André qui dit « Le vivant ne doit pas être la chasse gardée des scientifiques durs, donc on s'autorise à travailler là-dessus ». Est-ce que je pourrais avoir les diapos, s'il vous plaît ? Et donc, c'est pour vous montrer qu'il y a des sociologues de l'alimentation qui s'intéressent à cet engouement pour les aliments ultra transformés, les aliments fermentés. Et que alors, il y a plusieurs publications qui vont dans ce sens-là et que ça s'ancre dans différentes dynamiques profondes. Il y a une critique importante de l'alimentation industrielle. Et avec cette problématique qui émerge à peine, avec ce mot d'aliments ultra transformés. Il y a aussi un engouement pour le do-it-yourself, dont Lucas, je pense, est bien connaisseur. Ce qu'on appelait autrefois faire la cuisine, et dont les gens ont retrouvé le plaisir durant les confinements. Et il y a aussi, on peut aussi voir les choses sous l'angle d'un engouement pour les aliments naturels, et ça pose, ou des aliments vivants, et qui posent des tas de questions sur la frontière entre le corps et ce qu'on ingère. Et donc il y a des sociologues qui ont travaillé sur ce réensauvagement de la nourriture et la façon dont les gens imaginent, et on a de plus de données là-dessus, que ça va transformer leur propre corps. Donc ça, c'est un premier élément, un premier volet. Alors ça transforme le corps, juste si on s'arrête 2 secondes là-dessus, par le microbiote justement, mais ça va plus loin, enfin.
Alors ça, je vais vous donner des éléments. Alors moi, je travaille plus précisément sur les fromages au lait cru. Et je travaille sur la structuration des acteurs qui essayent de faire bouger les choses. Et à partir de 2019, il y a eu des gros changements. Il y a l'émergence en fait, d'un nouveau pathogène qui sont les Escherichia coli productrices de chigatoxine. Ça provoque des syndromes urémiques graves chez les enfants et parfois létaux. Et donc ça a vraiment beaucoup inquiété les autorités sanitaires. Il y a eu un avis de la direction de l'alimentation en 2019 qui déconseillait la consommation de fromage au lait cru aux enfants de moins de 5 ans. L'ANSES, quelques mois plus tard, élève cet âge à 10 ans. Dans la foulée, ils interdisent les fromages au lait cru dans les cantines. Et ça, c'est des éléments qui sont inquiétants parce qu'on sait maintenant que le microbiote intestinal il se constitue très jeune et aussi que les goûts alimentaires se forgent dans les premières années de la vie. Donc ça a des conséquences. On ne peut pas dire, oui, ok, on va attendre 10 ans pour qu'ils commencent à manger ces aliments. Et donc il y a eu mobilisation de toute une série d'acteurs, le Conseil national des appellations d'origine laitière, des trucs de recherche-action qui articulent des scientifiques et les fromages et les filières de fromagères. Il y a eu la constitution de la Fondation pour la diversité fromagère. Et à partir de là, il y a 2 grandes actions que je voudrais vous mentionner. C'est qu'ils ont décidé, à la suite de l'organisation d'un colloque lait cru qui permettait d'aborder les laits crus, les fromages au lait cru sous l'angle non seulement du risque, mais aussi des bénéfices, alors de faire ce qu'on appelle un livre blanc, donc qui fasse une synthèse bibliographique des bénéfices et des risques liés à la consommation de fromage au lait cru. Et donc, il va sortir au début de l'année prochaine. Il y a déjà eu des présentations en septembre, et il y en aura une autre en novembre, donc j'ai mis des références. Et le deuxième projet sur lequel on travaille actuellement, c'est de patrimonialiser les savoir-faire de fabrication des fromages au lait cru. L'idée, c'est de déplacer les fromages au lait cru du simple volet sanitaire et rappeler qu'il y a quand même une dimension culturelle importante. Mais juste pour revenir à cette dimension sanitaire, est-ce que vous considérez, avec le recul de la recherche, que c'était une réaction excessive ou est-ce que c'était une réaction sage et nécessaire? Alors, ça, c'est un autre volet sur lequel on travaille avec Mathilde Lagrola, c'est qu'on essaye de montrer que la réglementation sanitaire, elle repose sur des résultats scientifiques qui datent. Je vous donne un exemple. Alors, en tout cas, qui s'appuie sur des résultats vraiment anciens. Dans les années 50, les chercheurs de l'INRA, alors les laits, ils n'étaient pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde dedans. Donc effectivement, il y avait un risque pathologique lié à la consommation de lait cru. Et donc, ils ont établi, les chercheurs de l'INRA ont établi un lien entre qualité sanitaire du lait et faible charge microbienne. Sur la base de ça, ils ont créé des indicateurs qui fondent une loi qui date de 69, qui s'appelle la loi Godefroy, et c'est le paiement du lait à la qualité. Et ça ça implique qu'il y a des pénalités pour les producteurs s'ils vendent du lait dont la charge microbienne dépasse un certain seuil. Maintenant, les coopératives continuent à fonctionner comme ça et elles abaissent encore le seuil. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'industrie laitière, l'abaissement du nombre de germes dans les laits crus est considéré comme un progrès vers l'excellence sanitaire. Ça, c'est vraiment les termes qu'ils utilisent. Mais depuis les années 80-90, dans les filières fromagères de terroir, notamment en montagne, on s'inquiète de cela. Et donc voilà, c'est pour vous dire que nous, je suis dans un laboratoire d'histoire des sciences et des techniques et je fais de l'anthropologie des sciences et des techniques, on s'intéresse aussi au fait que les décisions, elles sont certes fondées sur des résultats scientifiques, mais dont certains sont assez anciens et ne prennent pas assez en compte les connaissances émergentes sur les bénéfices des microbiotes. Alors, est-ce qu'on peut dire que les filières AOP de montagne s'inquiètent plus pour leur business que pour les enjeux de microbiote? Alors, ce n'est pas tant des questions de business, mais il y a des attachements profonds à la... Je veux dire, est-ce que c'est pas deux visions, finalement, de la commercialisation des produits laitiers qui s'affrontent avec des intérêts divergents? Moi, tous les fromagers que j'ai rencontrés dans ces lieux-là sont des gens absolument passionnés et amoureux de leurs produits. Et ils ont une passion complète pour ce qu'ils font et ils croient profondément dans cette notion de terroir.
Et actuellement, parce que précisément ils sont pris dans cet étau sanitaire et dans un cadrage de leur fromage qui peut être pertinent, mais pour des produits industriels en fait, et ben, ils sont en recherche d'appui d'appui scientifique et de données scientifiques qui leur permettraient de continuer à travailler. Marie-Claire Frédéric, comment vous réagissez à ces propos? Ah oui, moi c'est pareil, je regrette beaucoup que les fromages de terroir aient on met la suspicion sur ce sont d'excellents produits. Il y a très peu moi, à ma connaissance, il n'y a même pas eu de morts ou de gens extrêmement malades en mangeant des fromages de terroir. Parce que quand il y a des rappels, il ne faut pas confondre un rappel de produit et un accident et que quelqu'un soit effectivement empoisonné. En fait, quand il y a des rappels de produits, c'est parce qu'il y a eu un contrôle et qu'on a trouvé des bactéries dans les locaux ou ou sur les étagères sur lesquelles sont affinés les fromages. Ça ne veut pas dire que quelqu'un s'est empoisonné avec. On n'a pas arrêté les laits en poudre pour bébé suite au scandale de Lactalis. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je trouve qu'il faut vraiment faire quelque chose pour que ces fromages retrouvent vraiment une aura de qualité sanitaire autant que les fromages industriels. Lucas, vous voulez réagir? Et oui, à ce propos, justement, il y a des recherches qui se mettent en place pour, justement, comme Marc-André le montrait tout à l'heure, les micro-organismes présents sur les fromages, bactéries lactiques, champignons, ils vont avoir un effet barrière, ils vont empêcher des pathogènes de se développer. Et donc là, il y a des recherches pour pousser ce raisonnement sur toute la chaîne de production du fromage, essayer de favoriser depuis le champ jusqu'à l'atelier de transformation les bactéries lactiques dans toute la chaîne de production. Réfléchir à l'aménagement de l'espace, à la gestion des troupeaux, à l'alimentation, à la salle de traite, pour les favoriser au détriment des pathogènes. Et donc avoir des fromages au lait cru, riches en micro-organismes, donc qui vont pouvoir faire des bons fromages, mais en minimisant au maximum le risque d'accident sanitaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une évolution culturelle? Parce qu'évidemment que ce sont des terroirs, sont des traditions. Mais aujourd'hui, la plupart des gens vont faire leurs courses dans les supermarchés, achètent des fromages pasteurisés. Tout ce que vous évoquiez là, j'ai noté le poisson fermenté dans les pots de phoque ou le surströmming, le délice suédois, là, ce hareng fermenté. Je ne sais pas si nous serions tous candidats pour y goûter. On a un peu évolué, nos goûts ont évolué, et justement on a perdu un peu l'habitude de cette connexion avec les aliments fermentés au sens. Ça existe encore. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Il faut voir le côté positif. Ça existe encore, malgré justement. Comment les défendre en fait? C'est ça ce dont vous parlez. Si j'ai un petit point là-dessus, c'est pour ça que je vous avais rappelé ce chiffre de 15% des fromages au lait cru dans la production française. C'est pour vous dire que c'est pas anecdotique. Et qu'il y a des acteurs industriels qui ont pris ce tournant de la qualité dans les années 80. Ils ont vu l'intérêt d'investir les fromages au lait cru et les AOP. Voilà, c'est un truc très banal. Là, ça répond à votre question tout à l'heure sur des stratégies de segmentation des marchés. Et donc, c'est absolument pas incompatible d'aller faire ses courses en supermarché et d'acheter des fromages avec cette diversité. Il y a des marques qui font ça, Reflet de France. Je ne suis pas censée faire de la pub, mais c'est pour vous dire que ça existe. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on vit on vit en ville, on est de plus en plus coupé avec, coupé de l'environnement. C'est vrai, vous avez raison. Donc du coup, il y a une. Je dis pas que je cautionne, c'est une question par rapport à ce que vous dites. C'est pour ça que des événements comme celui-ci à Rouen a beaucoup d'importance. Moi, je pense que c'est bien que ça se multiplie parce que justement, il faut informer les gens, il faut informer le public que ce sont d'excellents aliments qui ne sont absolument pas dangereux. Que le mot fermenté, ça ne doit pas faire peur, parce que le mot fermenté en lui-même, c'est un mot qui fait peur, malheureusement. Il faudra trouver un autre mot d'ailleurs, mais bon, on n'a pas encore trouvé. Voilà, je trouve qu'il faut vraiment, on doit parler avec les gens, on doit vraiment, c'est très important. Oui, c'est de l'éducation en fait, finalement, parce que quand on apprend là tout ce qu'on apprend depuis hier sur le microbiote, etc. Déjà, quand on découvre ça, on est estomaqué au sens propre, et après on se dit en effet pour l'alimenter,
fermenter ce microbiote, c'est pas avec Oui. tout ce qui est pasteurisé qu'on va y arriver le Il y a mieux, un quoi. mouvement hygiéniste qui est très inquiétant, je trouve, actuellement. C'est encore accentué depuis le Covid. Il faut avoir de l'hygiène, mais l'hygiène n'est pas l'hygiénisme. L'hygiénisme, c'est l'hygiène poussée à l'extrême dans tous les domaines, y compris l'alimentation. Et ça me fait peur. Hein. L'hygiénisme, c'est quelque chose qui, je trouve, il faut combattre l'hygiénisme. Mais par exemple, quand le médecin dit aux femmes enceintes, ça nous est tout arrivé certainement, ne mangez plus de lait cru. Alors ça, c'est pas adapté comme conseil? Alors, c'est pas de lait cru, enfin, lait cru évidemment que non, mais fromage au lait cru, c'est ça les recommandations pour les, sauf pâtes pressées cuites. Enfin voilà, c'est un peu subtil. Personnellement, j'ai été enceinte il y a 3 ans et j'étais suffisamment informée sur la question pour manger allègrement du fromage au lait cru. Mais après, en fait, ce qu'il faudrait que chacun puisse faire, c'est faire un choix informé. Et Où est-ce qu'on s'informe alors? Comment est-ce qu'on fait sans être Alors, forcément chercheuse au CNRS? cette question-là, elle est compliquée parce que là, je ne veux pas porter la responsabilité de quoi que ce soit. Mais en fait, typiquement, le travail d'état de l'art, de recension bibliographique est en train d'être mené. Donc ce fameux livre blanc, il a déjà été présenté au Mondial de Tours. Il y a déjà une Prise de conscience. une vidéo sur YouTube et il y aura, enfin voilà, ça va être rendu public et commenté, on l'espère. Alors Lucas von Gastro, vous dites que en fait on peut miser sur une stratégie qui est de ne pas se focaliser uniquement sur l'angle du risque. Non, vous dites, pardon, ça c'est vous. Vous dites qu'il y a des perspectives de développement au-delà des aliments. C'est ce que vous expérimentez d'ailleurs avec les mixonautes. Expliquez-nous. Oui, voilà, je trouve intéressant de voir que en fait, les aliments fermentés peuvent n'être pas que des aliments et que, comme pour beaucoup d'autres productions, on peut avoir des sous-produits, des coproduits desquels on va pouvoir faire des choses. Et il y a quelques exemples que je trouve assez intéressants. Voilà, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la kombucha, ce thé fermenté qui date de la Chine, qui date d'il y a environ 4000 ans, si je ne me trompe pas. Qui va présenter une sorte de masse gluante et gélatineuse en surface, qui est en fait de la cellulose produite par les bactéries de la kombucha. Et cette cellulose, c'est les mêmes fibres finalement que dans les végétaux. Et donc on peut l'utiliser, la faire sécher, la traiter pour en faire un genre de textile pour lequel on peut avoir plusieurs applications. Ça va ressembler un peu à du cuir. Donc on en a quelques exemples. C'est un exemple d'un sous-produit généralement de la kombucha, cette masse gluante qu'on finit par avoir en excès et qu'on jette, laquelle en fait on pourrait faire des choses. Et il y a des expérimentations qui se font dans quelques secteurs du luxe et de la haute couture pour en faire un nouveau matériau qui serait du coup assez facile à produire et qui ferait une alternative à d'autres textiles. Voilà, on peut aussi citer des essais qui sont réalisés en ce moment sur l'extraction de molécules dans le petit lait. Donc le liquide qui s'égoutte quand on fait le fromage, qui est tiré du lait, et duquel on peut tirer tout un tas de molécules actuellement produites par la chimie de synthèse à grands coûts en pétrole et en composés assez nocifs, là qu'on va pouvoir extraire assez simplement du petit lait et qui va pouvoir être utilisé ensuite pour des applications en chimie diverses. Donc il y a aussi tout un intérêt qui n'est pas juste alimentaire, qui n'est pas juste sur la conservation des aliments, mais sur tout ce qu'on va pouvoir en tirer en plus grâce aux micro-organismes. Et l'intérêt, il est aussi, vous l'évoquiez, culturel, hein, puisqu'on peut se réapproprier finalement son terroir, même en faisant, vous parliez du do-it-yourself, qui est quand même hyper tendance. Donc ça les rend modernes à nouveau, ces produits. Exactement. Et que ce soit sur votre site ou sur le vôtre, en fait, on peut apprendre à faire soi-même ces aliments fermentés. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Par exemple, on peut apprendre à faire sa choucroute. Pour avoir ses propres légumes fermentés, parce qu'on peut faire de la choucroute évidemment avec du chou, mais avec tout un tas de légumes. Très compliqué ? C'est pas très compliqué, il faut connaître les règles, évidemment, il faut connaître les bases, il faut suivre les règles d'hygiène nécessaires. Mais Comment on fait une choucroute, par exemple ? Comment on fait une choucroute là ? La choucroute, c'est tout simple, on prend du chou, on l'émince, on le mélange avec du sel,
on brasse bien pour bien mélanger avec le sel. Et ensuite, on le tasse dans un bocal genre du type bocal à joint de caoutchouc. Voyez, on remplit bien le bocal en tassant jusqu'à ce que le jus du chou ressorte et submerge le chou. On ferme le bocal et on attend 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, on a de la choucroute. Enfin, à partir de 2 semaines, ensuite on peut attendre plus longtemps. Donc, vous voyez, c'est des techniques faciles à mettre en œuvre. Et puis, c'est aussi se réapproprier son alimentation. On a un peu laissé les clés à l'industrie agroalimentaire. Et il y a même des savoirs, malheureusement, qui se perdent parce que voilà, c'est l'industrie qui a repris ça. Et des petites fromageries, par exemple, qui ferment. Il y a des petites fabriques de tas de produits qui ferment. Et donc, des savoirs qui se perdent. Et ça, il faut vraiment retrouver ces savoirs. Mais oui, allez-y. Je voulais juste ajouter qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à faire ça. Oui, Et que c'est pas très technique. Moi, j'ai fait du vinaigre de cidre de pomme. Je trouvais pas de recette. J'aurais dû aller sur votre blog. Et donc, j'ai juste mis du jus de pomme non pasteurisé. J'ai attendu qu'il fasse des bulles, 3 semaines à peu près. Et puis après, j'ai mis ça dans un vinaigrier, j'ai attendu 2 mois. Et je suis assez fière parce que, alors d'habitude, les gens fonctionnent en se faisant passer la mer de vinaigre. Mais moi, mon vinaigre, en fait, il s'est fait avec le microbisme de ma maison et de mon jardin. Et voilà, je suis assez contente d'avoir un vinaigre qui me ressemble. Votre terroir. Et il est très bon, en fait. Lucas, vous, vous donnez des cours, hein, Marie-Claire aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que les gens viennent chercher chez vous dans les cours? Qu'est-ce qu'ils demandent le plus? Eh bien, assez souvent, justement, ça rejoint ce que vous dites, ils arrivent en se disant que ça va quand même être quelque chose d'assez technique et de compliqué, fermentation, micro-organismes, tout ça. Donc, en général, ils sont assez surpris de voir que, bon, en fait, une fois qu'on a compris les règles de base, c'est assez simple. Ils disent, ah bon, ben c'est tout. Bon. Et voilà, donc c'est ça. Et donc, ils cherchent justement à comprendre les quelques règles de base de sécurité sanitaire, parce qu'il y a quand même des risques si on fait mal les choses. Donc, à bien comprendre ce qui se passe. Et voilà, des petits exemples de pratiques. En général, c'est des gens intéressés parce qu'ils ont entendu parler des bienfaits pour la santé, pour la nutrition, pour le goût des aliments fermentés, mais qui n'ont jamais pratiqué et qui veulent être un peu accompagnés pour les faire soi-même. Mais qu'est-ce que vous leur faites faire? En général, je commence par une petite intro sur justement qu'est-ce que c'est que la fermentation, qu'est-ce que c'est que les micro-organismes et comment on va les utiliser pour faire fermenter. C'est l'occasion de parler de mes dadas, d'explorer le monde microbien et voilà, de dériver un peu. Et ensuite, on fait en général 2 recettes fermentées avec 2 méthodes d'ajout de sel, soit l'ajout de sel direct, soit en saumure, pour voir différentes manières de faire. Et voilà, on découpe les légumes, on pèse, on ajoute le sel, on met en bocaux, et les gens repartent avec leurs petits bocaux. Il y a une grande satisfaction au bout du compte. En général, ouais, les gens sont... Et une grande complexité aromatique Tout à fait. pour les produits qui sont faits comme ça. Mais Élise, à l'échelle, vous vous battez pas seule, hein, vous l'avez dit, il y a vraiment un regroupement. En fait, c'est presque un enjeu politique. On peut dire ça, oui. Oui. Parce que, donc, en effet, c'est aller contre l'industrialisation de notre alimentation. Ouais. Et puis aussi, mais bon, c'est difficile face aux normes hygiénistes. Moi, je suis chercheuse et donc je renonce jamais à l'objectivité des travaux, mais je choisis pas mes sujets de recherche par hasard et je travaille sur des choses qui m'intéressent. Et là, c'est clairement de la recherche-action. Je travaille sur des choses auxquelles je suis attachée et je pense que c'est important enfin, voilà, sous plusieurs angles, en fait. Il y a une dimension culturelle, il y a une dimension... il y a des savoir-faire associés, il y a des modes de vie, des formes de vie, il y a de la biodiversité. Et donc c'est tout ça, en fait, tout ce monde qui va avec, qui m'intéresse. Et donc il y a un grand colloque à Aurillac. Aurillac, le 16 et 17 novembre. C'est la 2e édition du colloque sur les fromages au lait cru. La première édition, c'était en janvier 2020, et on avait essayé de travailler sur la prise en compte des fromages au lait cru entre risques et bénéfices. Il y a encore les vidéos en ligne.
On a par exemple, je me souviens d'une intervention de Santé publique France qui mettait en regard les risques liés à la consommation de fromage au lait cru avec la consommation d'autres types d'aliments comme les saumons, voilà, d'autres. Voilà, pour vous dire que finalement, les usual suspects, c'est toujours les fromages au lait cru, alors que les statistiques montrent que ce n'est pas vraiment ça. Et donc, la deuxième édition, c'est 16 et 17 novembre à Aurillac, qui est un laboratoire pionnier dans ce type en microbiologie fromagère. Et ça sera donc sur place et aussi en streaming. Lors de la dernière édition, il y avait 800 personnes, donc c'est vous dire que ça intéresse beaucoup de gens. Marie-Claire, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Alors la parole est à vous, si vous avez des questions, des remarques, voilà, c'est le moment. Oui, monsieur. Bonjour. Un commentaire et une question. Alors un commentaire d'abord peut-être. J'ai entendu l'industrie a repris les clés. Juste pour remettre l'église au milieu du clocher, moi je pense que c'est le consommateur qui a les clés. Hein. Peut-être que vous vous présentiez. Oui, Patrice Breuil, je suis dans l'industrie agroalimentaire, voilà, si c'est ce que vous vouliez entendre. Donc c'est important de remettre le fait que le consommateur a les clés justement dans les choix qu'il peut faire, et le choix il est quand même assez important. Et donc vous remerciez aussi pour l'effort de vulgarisation que vous faites aujourd'hui, pour amener aussi une autre possibilité, à côté de ce qu'on peut trouver en grande surface ou sur les marchés, c'est le faire soi-même. Et ça, je trouve ça absolument fantastique, donc merci déjà. Donc ça c'est un commentaire qui n'appelle pas forcément... de réactions particulières. Et la question, alors là, elle est plus une question de curiosité sur le sushi traditionnel dont vous avez parlé. Est-ce qu'on peut le faire chez soi, alors si possible sans trop de risques, parce que je trouve ça... on peut tout à fait le faire chez soi. Alors au Japon, maintenant, c'est devenu un produit vraiment de connaisseur, un produit de gourmet, c'est pas un produit vraiment très très populaire qui est vendu partout. C'est vraiment un produit gastronomique haut de gamme. Donc c'est un poisson qu'on fait fermenter dans du riz. Alors c'est-à-dire que le poisson, il est d'abord salé, enfoui dans du riz cuit, et on le laisse fermenter 1 an à peu près. Ça peut être plus, hein, à température ambiante, donc on le garde comme ça. Et ce sont les glucides du riz qui vont assurer la nourriture des bactéries, qui vont faire la fermentation. Alors, c'est des techniques très anciennes qui ont été inventées, en fait, pas au Japon, mais dans le delta du Mékong, en Thaïlande, au Laos, au Vietnam. C'était des endroits, donc dans le lit du fleuve Mékong, on cultivait le riz, on faisait des rizières. Et le Mékong, c'est un fleuve qui a des crues et qui se réduit ensuite. Et donc, pendant les crues du Mékong, les paysans cultivaient des carpes dans les rizières directement. Les carpes, en fait, elles mangeaient les prédateurs du riz, elles mangeaient les insectes qui attaquaient le riz. Donc, c'était de la permaculture avant l'heure. Et quand le Mékong refluait, ils se retrouvaient avec des tonnes de carpes, en fait, comme ça, dont il fallait bien faire quelque chose. Et ils ont eu l'idée de faire fermenter les carpes dans le riz. Voilà. Et donc, on peut très bien le faire. Il y a encore des recettes comme ça qu'on peut trouver, des recettes laotiennes, par exemple. D'ailleurs, je fais des ateliers de fermentation de poissons pour apprendre aux gens. Donc, Vous êtes où? Vous êtes à Paris? J'ai des ateliers en visio et des ateliers sur Paris et dans les Deux-Sèvres aussi. Et donc, il suffit de mettre le poisson dans du riz cuit, dans un bocal. Et puis, on attend le temps qu'on veut, en fait, entre 2 semaines et 1 an. Et ensuite, on retrouve le poisson et on le mange. Alors, ça c'est fort, hein, évidemment, il faut aimer. Mais ça prend des saveurs, il y a des tas de molécules aromatiques qui se forment. Et voilà, c'est très particulier. À essayer. Oui. Élise, tu voulais poser une question là-bas, je crois. Oui, mais il y avait Élise qui voulait. J'espère qu'on n'a pas été trop caricaturaux. Il y a des... Enfin, j'associe pas industrie agroalimentaire avec junk food. Je l'ai dit qu'il y a des industries qui ont pris le tournant de la qualité. Et je voulais faire un deuxième point, c'est que souvent, les aliments fermentés sont associés au le faire soi-même. Mais il n'y a pas de relation automatique, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir un amour pour les aliments fermentés et reconnaître les savoir-faire professionnels de gens qui savent faire. Et personnellement, j'ai déjà essayé de faire mon fromage, je préfère l'acheter. Il y avait une question.
Oui. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations, c'était absolument très intéressant. Oui, pas, pardon. Merci. J'avais deux questions. D'abord, j'avais vu dans votre présentation des photos, en fait, par rapport à cette idée de hygiène ou hygiénisme. Il y avait dans le monsieur qui mettait les choux, il avait des vêtements, il avait des gants. Je me posais la question du coup sur les protections d'hygiène. Il y avait les dames aussi qui fabriquaient avec le chou toujours. Dans le cadre de la manifestation caritative, ils avaient aussi des masques, des gants, etc. Comme on disait tout à l'heure que finalement tous ces microbes en fait protègent contre les autres microbes, du coup je me posais la question en fait, est-ce qu'on en fait trop en mettant ces protections-là ou est-ce que c'est nécessaire ? Et puis, c'est un peu aussi en lien avec cette question, par rapport à ce que vous disiez sur la grande satisfaction que c'est de le faire soi-même. Et j'ai noté quelque chose que vous avez dit aussi sur le fait que vous étiez fier aussi, que finalement, c'était les microbes de votre maison, de votre jardin. Et puis, je me disais finalement, et puis la dame aussi qui avait été enterrée avec le fromage, je me disais qu'en fait, on a un lien, enfin, je reprends ce que disait Marc-André Selos, sur ce lien très intime, en fait, finalement, parce que ces microbes, ils sont aussi nous, et que finalement, on a ce transfert-là, et donc peut-être que finalement, on ne l'a pas quand on achète quelque chose qui ne vient pas de notre environnement, et peut-être aussi que c'est ce qui veut être transmis par les producteurs, les petits producteurs dont vous parliez, où ils étaient très fiers de transmettre aussi quelque chose de leur terroir. Finalement, ils transmettent quelque chose d'eux, dans le sens propre du terme. Oui, je pense que vous développez très bien. Je n'ai pas à redire ce que vous dites. Enfin, c'est exactement le cas. Et en plus, le terroir, ça peut être petit, ça peut être vraiment à l'échelle d'une maison, ou par exemple un boulanger qui fait son pain au levain, il a son terroir dans son fournil. Parce que le boulanger de la même rue, 3 maisons plus loin, il aura peut-être aussi un levain et ça sera différent, parce que le microbiote du lieu sera différent. Oui. Bonjour. Monsieur, bonjour. J'ai une question en tant que médecin généraliste où on donne des conseils d'hygiène alimentaire chez les femmes enceintes. Merci. Et j'aurais pas dû dire ça. oui, je vais avoir besoin de petits conseils aussi parce que j'ai appris aussi, des choses. J'ai mangé du lait cru quand j'ai... Et les recommandations qu'on a des autorités sanitaires, c'est de dire de manière générale éviter de consommer des produits crus, donc viande, poisson, y compris poisson fumé, etc. Ne mangez pas les fromages à pâte molle à croûte fleurie, type camembert brie et à croûte lavée, type Münster Pont-l'Évêque, ainsi que les fromages râpés industriels. Enlevez la croûte de tous les fromages. Les seuls fromages qui peuvent être consommés sans risque sont les fromages à pâte pressée cuite, type Beaufort, Comté, et les fromages fondus à tartiner. Conservez les aliments au réfrigérateur, etc. Donc ça, c'est vraiment les conseils qu'on nous dit de donner. On voit que ça repose sur des données très anciennes, quoi, où il y a des choses à actualiser. Donc comment on peut faire en tant que médecin pour ouvrir le champ en fait, de l'alimentation crue dans une décision partagée, parce qu'on n'a pas encore les recommandations officielles pour le faire. Comment vous procéderiez si vous étiez à ma place en consultation ? Sans prise de risque. Voilà, sans prise de risque, évidemment. Ah, c'est très compliqué. Je ne suis pas dans votre position de prescriptrice, donc je prends cette liberté précisément parce que je ne suis pas médecin. Et je comprends vos doutes et vos réserves. Je ne prendrai pas de risque en ce qui vous concerne. Mais, moi, ce que j'ai appris, par exemple, ce qui m'a nourri dans mes choix personnels, c'est de savoir qu'il y a un effet barrière, c'est-à-dire que plus il y a une diversité microbienne dans un environnement et moins ça laisse la place aux pathogènes. Et par ailleurs, il y a des effets inhibiteurs, par exemple de la listeria, liés à la maturation du fromage. Donc plus il est mature, s'il est mature, en fait, il peut y avoir de la listeria au départ, mais à la fin, elle n'y est plus. Donc, personnellement, moi, ce dont je me méfiais, c'était des fromages très frais. Mais je ne suis pas médecin, voilà, donc c'est très, très compliqué. Je ne saurais pas comment faire. Je crois qu'il y a eu un article de l'Académie de médecine, il y a assez récemment, où on explique, je ne peux pas vous donner la référence de l'article, malheureusement j'ai vu passer ça, où on explique que les
les enfants dont la mère enceinte a consommé des fromages au lait cru ont moins d'allergies que les autres et sont moins malades, ont moins de maladies que les autres. On va en parler. Les enfants je pense. dont la mère a mangé Nous allons en parler des choses assez prochaine, précises. juste après. Ouais. Ok. Après, ça passe par d'autres choses aussi. On sait aussi qu'il y a un ensemencement du nourrisson au moment de l'accouchement par voie basse. Moi, j'étais surprise parce que, enfin, au moment de mon accouchement, je raconte ma vie, mais on m'a proposé des antibiotiques à titre préventif parce que bon, et je les ai refusés. Voilà. Je pense que peut-être que c'est une information des femmes pour qu'elles puissent faire des choix. Voilà. Oui, c'est pas simple. Hein. Est-ce on pourrait peut-être faire une petite pause d'un quart d'heure avant de poursuivre, à moins qu'il y ait une dernière question. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Noémie Cornélis, je suis sage-femme et donc merci à mon collègue médecin d'avoir posé la question. Et je vais juste redire ce que vous venez de dire en dernier, c'est de peut-être donner les informations aux femmes et les laisser libres de choisir par rapport à pendant la grossesse, qu'est-ce qui va être bon, des données scientifiques actuelles et qu'elles puissent choisir en connaissance de cause de manger du fromage au lait cru mais de qualité ou un fromage mature comme vous venez de dire. Et voilà, c'est juste ça que je voulais rajouter. Se réapproprier les choses. Tout à fait. Merci beaucoup.